Bonjour et bienvenue. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires. Découvrons ensemble combien de courageux sont prêts pour cette aventure. Si vous aimez les histoires de mystère, d'horreur et de suspense, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune histoire qui mettra votre courage et votre curiosité à l'épreuve. Le vent mordant de la nuit française balayait les couloirs du château, porteur de murmures ancestraux, invisibles et pourtant pénétrants. Les murs de pierre, patinés par le temps et l'humidité, semblaient absorber chaque son, ne renvoyant que des échos déformés, mêlés aux voix humaines. Pour Thomas Leclerc, historien et chercheur spécialiste des châteaux anciens, chaque détail de ce lieu était une pièce d'un puzzle inexplicable. Il était venu seul, attiré par des récits de disparitions mystérieuses survenues au fil des décennies. Le château, isolé au cœur d'une forêt dense, affichait une grandeur décrépite. Tourelles délabrées, hautes fenêtres aux vitraux et grilles rouillées donnaient l'impression que le temps y suivait son cours. Pourtant, ce qui intriguait le plus Thomas n'était pas l'état du bâtiment, mais l'absence de vie. Aucun signe d'habitant, aucune trace récente. Seulement le sentiment que quelqu'un ou quelque chose l'observait. En explorant le hall principal, il remarqua d'étranges marques sur le sol de marbre. Des empreintes estompées, presque imperceptibles, qui semblaient surgir de nulle part et disparaître dans les recoins obscurs. Thomas ne put s'empêcher de remarquer que le froid qui y régnait avait quelque chose de presque vivant, comme s'il respirait avec lui. Il ajusta sa lampe torche, éclairant de vieux tableaux accrochés de travers au mur, des portraits de nobles qui semblaient le suivre du regard, chacun de ses pas, d'un œil accusateur. Pendant ce temps, quelque chose d'autre s'agitait dans l'ombre, une présence silencieuse et patiente qui connaissait chaque pas, chaque couloir, chaque écho du château. Thomas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'y avait ni portes ouvertes, ni rideaux qui claquaient. Seulement un silence pesant, un silence qui parlait, un silence qui recelait des réponses et peut-être de dangereuses révélations. Dans la chambre principale, l'air était lourd. Des pages de vieux livres, éparpillés sur le sol, racontaient l'histoire des générations qui avaient habité le château. Chaque récit était plus sombre que le précédent. Certains documents évoquaient des disparitions mystérieuses, d'autres relataient des événements défiant toute logique. Thomas éprouvait une étrange familiarité avec ces récits, comme s'il revisitait un passé qui n'était pas le sien, mais qui, d'une certaine manière, l'attirait. Tandis qu'il marchait dans les couloirs, le bruit de pas lointains résonna derrière lui. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Seulement les murs, le froid et l'écho de quelque chose qui aurait pu être un avertissement. La sensation d'être suivi s'intensifiait à chaque instant, mais Thomas refusait de céder à la peur. Sa curiosité était plus forte que son instinct de survie. Il devait découvrir ce qui était arrivé aux résidents. Il devait comprendre pourquoi ces voix résonnaient dans les couloirs. La nuit tombait. Le vent hurlait à travers les fissures, charriant une odeur de moisi et autre chose. Quelque chose d'indéfinissable, un arôme évoquant de vieilles histoires d'intrigues, de trahisons et de secrets jalousement gardés. Il pénétra dans la bibliothèque principale, une immense pièce remplie d'étagères qui montaient jusqu'au plafond. Des livres empilés, des manuscrits tachés de brûlures et d'humidité, autant de signes que personne n'y avait mis les pieds depuis des années. Pourtant, quelque chose d'étrange attirait son attention. Une chaise renversée, comme si elle avait été utilisée récemment. Thomas s'approcha lentement, cherchant le moindre bruit. C'est alors qu'il perçut une voix basse, presque inaudible, murmurant son nom. Il se figea, il n'y avait personne en vue. L'écho semblait provenir des murs, mais avec une intonation qui rappelait celle de la parole humaine. Le cœur battant la chamade, il comprit que le château n'était pas complètement vide. Quelque chose ou quelqu'un s'y trouvait, tapi dans l'ombre, observant chacun de ses mouvements. Incapable de déterminer la provenance des voix, Thomas décida de grimper jusqu'à la tour principale. De là, il pourrait peut-être observer tout le château et y trouver des traces des habitants disparus. L'escalier en colimaçon grinçait à chaque marche. Chaque barreau
semblait porter le poids de siècles de secrets enfouis. Parvenu en haut, il regarda par la fenêtre brisée. La vue était à couper le souffle. La forêt sombre s'étendait jusqu'à l'horizon, et le vent portait des échos lointains qui semblaient murmurer des histoires d'horreur oubliées depuis longtemps. Alors qu'il s'apprêtait à poursuivre son enquête, un grand fracas retentit dans le château, suivi d'un rire lointain, presque enfantin, mais déformé et macabre. Thomas comprit alors que le mystère était plus profond qu'il ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de disparition. Une force surnaturelle ou d'une cruauté humaine s'était emparée des lieux, transformant le château en un piège d'écho et de silence. L'historien prit une profonde inspiration, ajusta sa lampe torche et redescendit dans les couloirs. Chaque ombre semblait s'allonger, chaque écho se faire plus insistant. Il savait qu'il n'avait fait qu'effleurer ce qui se cachait derrière les murs froids et l'absence inquiétante des habitants. Et tandis que le vent soufflait à nouveau, emportant des voix venues d'un autre temps, Thomas comprit que le château recelait des secrets qu'il ne pourrait jamais révéler sans risquer sa propre raison. Le château se dressait en Bourgogne, région réputée pour ses vignobles ancestraux, ses forêts denses et ses villages semblant figés dans le temps. Des chemins de pierre serpentaient à travers les bois, menant les voyageurs imprudents vers des édifices historiques, recelant des secrets aussi anciens que la France elle-même. Pour Thomas, comprendre ce lieu allait bien au-delà de l'étude de l'architecture. Il s'agissait de ressentir le pouls de l'histoire et de prendre conscience que chaque pierre portait les traces de vie passée. En explorant l'aile nord, Thomas découvrit des vestiges de pièces meublées de meubles en bois sombre, sculptés à la main et recouverts d'une épaisse couche de poussière. Sur certaines tables, des papiers jaunis et de vieux journaux intimes révélaient des fragments de vie apparemment brutalement interrompus. L'écriture élégante trahissait une éducation raffinée, typique des familles nobles françaises. Chaque détail du château reflétait son opulence passée, contrastant fortement avec son état d'abandon actuel. Cependant, les murs n'étaient pas les seuls à raconter des histoires. Thomas commença à remarquer des motifs, des symboles gravés sur les cadres, de petits messages codés, des signes que quelqu'un avait tenté de consigner des événements qui ne pouvaient être révélés publiquement. Il comprit que chaque couloir, chaque pièce, recelait des mystères, dévoilant un monde qui existait entre la surface visible et les secrets cachés. Parmi les personnages secondaires figurait Louise, une jeune bibliothécaire du village voisin, qui accompagnait Thomas dans ses recherches. Elle connaissait les légendes locales et les histoires de disparition, souvent chuchotées par les villageois. Louise n'était pas qu'une simple guide. Elle avait sa propre motivation, découvrir où se trouvait son frère, mystérieusement disparu du château des décennies auparavant. Sa détermination tranquille et son sens aigu de l'observation firent d'elle une figure essentielle de l'enquête, capable de remarquer des détails que Thomas, absorbé par ses théories historiques, aurait pu négliger. Outre Louise, un autre personnage prenait de l'importance. Henri Dubois, collectionneur local d'antiquités et de documents historiques qui fournissait des informations d'archives et de vieilles cartes du château. Bien que coopératif, Henri dégageait une aura énigmatique. Sa connaissance approfondie du lieu et des familles qu'il avait habitées était fascinante, mais elle éveillait la méfiance. Derrière sa cordialité se cachait un intérêt personnel que même Thomas ne parvenait pas à déchiffrer. Chaque geste, chaque commentaire semblait calculé. Le château cessa alors d'être un simple décor. Il devint un personnage à part entière. Les couloirs humides, l'escalier qui grinçait à chaque pas, les hautes tours qui se perdaient dans la brume nocturne, tout contribuait à la tension croissante. Thomas et ses alliés étaient constamment rappelés à l'ordre. Le lieu n'était pas passif. Il réagissait, presque comme s'il était vivant, influençant les mouvements et les choix de ceux qui osaient pénétrer dans son labyrinthe d'ombres et de secrets. La culture française, avec ses traditions et son histoire, imprégnait chaque enquête. Fêtes ancestrales, rituels de préservation des familles nobles, archives de conflits territoriaux et de rivalités séculaires, tous ces éléments offraient des indices sur les disparitions.
Thomas et Louise découvrirent que le château avait été le théâtre d'intrigues politiques, de trahisons familiales, et même de meurtres étouffés par le temps. Le passé semblait refuser de rester enfoui, murmurant à travers documents, symboles et petites traces de vies interrompues. Au fil de leur pérégrination dans les couloirs et les halls, la relation entre Thomas et Louise évolua d'une relation professionnelle à un véritable partenariat empreint de confiance mutuelle. La tension palpable du château, les mystères qui l'entouraient et le sentiment constant d'être observé créaient une dynamique intense. Chaque découverte les rapprochait de la vérité, mais les rendait aussi plus vulnérables aux pièges dissimulés dans les lieux et dans l'histoire même du château. Henri, de son côté, se mit à rôder comme une ombre constante, distillant des indices tout en testant les limites. Sa présence rappelait que, dans une histoire aussi réaliste et macabre, tous n'étaient pas des alliés inconditionnels. La confiance était une denrée rare, et chaque décision devait être mûrement réfléchie. Thomas comprit que percer les secrets du château exigeait non seulement du courage, mais aussi le souci du détail et une intuition aiguisée. Entre objets anciens, signes dissimulés et architecture même, chaque élément contribuait à créer une atmosphère dense, réaliste et macabre. Le château n'était pas seulement présent, il influençait les décisions, façonnait les comportements et dictait le rythme de l'enquête. Chaque personnage, de Thomas à Louise en passant par Henri, devait comprendre que la logique et le courage étaient essentiels, mais insuffisants face à ce que recelait ce lieu. L'univers du château était enfin pleinement délimité, un espace historique, chargé de symboles et de mystères, où passé et présent s'entremêlaient, et où des personnages aux motivations et à la psychologie complexe devaient affronter non seulement l'inconnu, mais aussi la complexité humaine et historique qui façonnait chaque événement. Les jours s'écoulaient au château, chaque aube apportant plus de questions que de réponses. Thomas commença à remarquer des schémas dans les disparitions rapportées dans les vieux journaux intimes. Elles se produisaient toujours, par des nuits de brouillard épais, lorsque le vent hurlait dans les couloirs et que les portes et les fenêtres semblaient s'animer d'une vie propre. Les empreintes estompées, qui auparavant paraissaient être de simples accidents du temps, se révélaient désormais être les signes d'un mouvement délibéré, presque rituel, au sein du château. En examinant de vieux documents, Louise découvrit des lettres adressées à des résidents disparus. Ces textes décrivaient des réunions secrètes, des conflits familiaux et des menaces voilées. Chaque mot renforçait le sentiment qu'une force invisible manipulait les événements depuis des décennies. La tension entre les deux enquêteurs s'intensifia. Thomas se concentrait sur les preuves matérielles, Louise sur les liens humains et émotionnels. La combinaison de leurs approches révéla peu à peu que le château était bien plus qu'une simple bâtisse abandonnée. C'était un labyrinthe de secrets, influencé par de sombres intérêts humains et peut-être même par quelque chose qui dépasse l'entendement. Une nuit, alors qu'ils consultaient de vieilles cartes, ils entendirent un fracas à l'étage. L'escalier principal sembla craquer tout seul. Thomas monta, lanternes à la main, et découvrit des portes verrouillées qui étaient restées ouvertes auparavant. L'air était lourd, imprégné d'une forte odeur métallique. Ouvrant difficilement l'une des portes, il se retrouva dans une pièce qui ne figurait pas dans les plans architecturaux du château. Au centre, une petite table sur laquelle étaient éparpillés divers objets, des bougies éteintes, un journal intime ouvert et des traces de vieux sang sur le tapis poussiéreux. La présence d'Henri devint encore plus ambiguë. Il incitait à la prudence et fournissait de nouvelles informations, mais disparaissait aussi à des moments stratégiques, comme s'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Thomas commença à soupçonner qu'Henri n'était pas seulement un informateur fiable, mais quelqu'un qui avait un intérêt personnel à ce que les secrets du château restent intacts. Louise, méfiante, s'efforçait de concilier la nécessité de coopérer et la prudence, car l'histoire de son frère disparu la rendait vulnérable aux manipulations d'Henri. L'atmosphère du château devenait de plus en plus oppressante.
Des portes claquaient sans un souffle de vent, des ombres se déplaçaient selon des angles impossibles et des échos de voix anciennes surgissaient aux moments les plus inattendus. Chaque couloir semblait un piège potentiel. Thomas comprit que la logique, aussi rigoureuse soit-elle, ne pouvait tout expliquer. La sensation d'être observé était constante. C'était comme si le château lui-même réagissait à leurs actions, les guidant, les mettant à l'épreuve, ou peut-être tentant de les dissuader de poursuivre leur enquête. La première tension majeure apparut lorsque Louise découvrit un passage secret derrière la bibliothèque. L'espace était étroit et humide, menant à des chambres souterraines jamais répertoriées. L'air y était froid, lourd d'une odeur de terre humide et de fer. Des traces d'objets anciens, des vêtements déchirés et de petits ossements indiquaient que ces couloirs recelaient des histoires tragiques et peut-être les victimes de disparitions récentes. Cette découverte fit comprendre à Thomas et Louise que le danger résidait non seulement dans l'histoire inconnue, mais aussi dans le présent du château. Tandis qu'ils exploraient les pièces, le château semblait s'animer. Des bruits montaient des couloirs au-dessus d'eux, des portes grinçaient et claquaient toutes seules, et des voix murmuraient leurs noms, désormais parfaitement audibles. Thomas s'efforçait de rester rationnel, mais la réalité commençait à se dérober face à des événements qui défiaient toute explication logique. Chaque pas en avant intensifiait le risque et le sentiment d'être manipulé. Henri réapparut inopinément dans les chambres souterraines. Il connaissait l'existence de cet espace secret et sa présence instaura immédiatement une tension palpable. Interrogé, Henri affirma l'avoir exploré seul des décennies auparavant et que les événements survenus au château exigeaient la plus grande discrétion. Thomas comprit que si Henri cherchait à protéger les secrets, cela les mettait en danger. Si ses véritables intentions étaient autres, ils n'étaient peut-être que des pions dans un plan plus vaste et inconnu. La relation entre les trois personnages se transforma en un jeu délicat de confiance et de suspicion, chacun devant prendre des décisions rapides pour ne pas se perdre dans le labyrinthe du château. Au fil de leurs investigations, des schémas macabres se sont révélés. Des dessins anciens gravés sur les murs, des symboles récurrents dans les journaux intimes et les lettres, tout indiquait des rituels ancestraux, peut-être familiaux, voire religieux, mais aux intentions obscures. L'enquête s'est transformée en une course contre la montre. S'ils ne parvenaient pas à percer le mystère des voix et des disparitions, ils risquaient de devenir les prochaines victimes. Le conflit atteignit un point critique lorsque Thomas découvrit une pièce qui ressemblait à un mémorial dédié aux disparus. Des portraits et des objets personnels, alignés silencieusement, racontaient chacun une histoire de douleur et d'abandon. Parmi ces objets, une lettre adressée à Thomas, écrite par une personne disparue des décennies auparavant, laissait supposer qu'on l'attendait. Le château prit soudain une dimension personnelle, comme si ces disparitions avaient un sens. Chaque obstacle, chaque nouveau mystère intensifiait le conflit central. Il ne s'agissait pas seulement de percer un secret, mais de survivre aux épreuves, tant physiques que psychologiques, que présentait le château. Thomas, Louise et Henri devaient agir avec prudence, intelligence et courage, conscients que le moindre faux pas pouvait avoir des conséquences irréversibles. Le danger ne résidait pas seulement dans ce qu'ils voyaient, mais aussi dans ce qu'ils ne pouvaient pleinement appréhender. Tandis que Thomas, Louise et Henri exploraient les couloirs et les chambres du château, de petites histoires parallèles commencèrent à se dessiner, tissant une toile complexe qui rendait chaque décision cruciale. Louise ne cherchait pas seulement des réponses aux disparitions. À chaque indice découvert, la douleur de la perte de son frère refaisait surface. Des souvenirs de conversations anciennes et de promesses non tenues ressurgissaient, créant un lien émotionnel qui influençait ses choix. Elle devait trouver un équilibre entre raison et émotion, empêchant le passé de perturber sa perception du présent. Henri, quant à lui, dévoila peu à peu les différentes facettes de ses motivations.
Son intérêt pour les secrets du château n'était pas uniquement d'ordre historique. Une dette familiale, liée à des événements survenus des décennies auparavant, était en jeu. Chaque carte, chaque document qu'il partageait avait un double objectif: aider Thomas et Louise à progresser, mais aussi préserver certaines vérités. La tension entre collaboration et méfiance intensifia la dynamique du groupe, transformant chaque exploration en une épreuve de loyauté et de ruse. La première intrigue secondaire importante apparut lorsque Thomas découvrit des lettres énigmatiques dissimulées derrière un panneau de bois dans le couloir principal. Ces lettres relataient non seulement des disparitions passées, mais évoquait également des rencontres secrètes entre résidents et visiteurs du château. Certaines laissaient entendre que l'influence de forces extérieures, peut-être des familles rivales ou des clans locaux, avait joué un rôle dans ces événements tragiques. Cette découverte reliait le mystère actuel à un réseau historique complexe, transformant le château en un microcosme d'intrigues s'étendant sur plusieurs générations. Entre-temps, d'étranges phénomènes s'intensifièrent. Des ombres se déplaçaient indépendamment des lanternes, des portes claquaient sans qu'il y ait le moindre souffle de vent, et des chuchotements s'élevaient à des moments imprévisibles. Chaque événement surnaturel semblait sélectif, attirant l'attention de Thomas sur des zones précises du château, comme si le bâtiment lui-même participait à ce jeu de révélation. Cette pression constante accéléra le rythme du récit, forçant les personnages à prendre des décisions hâtives, souvent sans avoir le temps de réfléchir profondément aux dangers imminents. Une autre intrigue secondaire émergea d'une série de journaux intimes, découverts dans une aile oubliée du château. Ces écrits relataient des rivalités familiales, des amours interdites et des trahisons silencieuses, reliant les disparitions à des relations humaines complexes. Thomas comprit que le château ne se contentait pas de dissimuler des forces invisibles, mais qu'il était aussi le théâtre de drames humains qui se répétaient de génération en génération. Chaque personnage historique semblait agir comme une ombre morale, influençant les événements actuels de manière subtile mais significative. La tension temporelle devint palpable lorsqu'une tempête soudaine isola complètement le château. Routes bloquées et arbres abattus empêchèrent toute fuite ou communication avec l'extérieur. Le groupe comprit qu'il devait agir vite pour faire progresser l'enquête et se protéger. Cette contrainte spatiale et temporelle accentua la pression sur les personnages, rendant chaque action plus cruciale et chaque erreur potentiellement fatale. Au milieu des intrigues secondaires, un lien inattendu se tissa entre Thomas et Louise. Le partage de leurs peurs, de leurs histoires personnelles et de leurs hypothèses sur le sort des anciens habitants créa une profonde connexion émotionnelle. Leur relation ne se développa pas à travers des dialogues répétitifs ou des clichés, mais grâce à des actions partagées. Explorer ensemble des passages secrets, affronter les dangers côte à côte et déchiffrer d'anciens codes. La tension qui régnait au château transforma leur partenariat en une alliance, à la fois stratégique et émotionnelle, renforçant ainsi l'arc narratif principal. Henri, de son côté, continuait d'agir dans l'ombre, alternant actes d'assistance et subtiles manœuvres de manipulation. Chacun de ses gestes semait le doute, obligeant Thomas et Louise à se demander sans cesse s'ils pouvaient lui faire confiance. Cette intrigue secondaire, faite de loyauté et de méfiance, complexifiait le conflit principal. La menace ne venait pas seulement de l'inconnu ou du surnaturel, mais aussi des intentions humaines au sein même du château. En explorant le grenier et les couloirs supérieurs, ils découvrirent des traces d'anciens rituels, des symboles gravés, des grimoires et des objets agencés selon des motifs minutieusement travaillés. Chaque indice était lié à des disparitions passées, suggérant que le château n'était pas seulement témoin, mais aussi acteur de ces événements macabres. L'entrelacement des intrigues humaines et des phénomènes inexplicables tissait une toile complexe, faisant de chaque avancée dans l'enquête un mélange de triomphe et de danger imminent. À la fin de cette étape, Thomas comprit que le conflit principal, élucider le mystère des habitants disparus, était intrinsèquement lié aux intrigues secondaires historiques, émotionnelles et surnaturelles.
Ces complexités non seulement enrichissaient le récit, mais augmentaient aussi son imprévisibilité, préparant ainsi le terrain pour le dénouement. Chaque personnage, chaque choix et chaque découverte contribuaient à instaurer un suspense intense, à maintenir un rythme soutenu et une atmosphère angoissante. La tempête qui encerclait le château atteignit son paroxysme. Le vent hurlait comme s'il voulait l'arracher du sol, et la pluie fouettait les fenêtres comme des doigts invisibles cherchant à s'y introduire. Thomas et Louise étaient à la bibliothèque, examinant des manuscrits anciens apportés par Henri lorsqu'ils entendirent un bruit sourd et métallique résonner dans les couloirs. Le son ne venait pas de l'extérieur, il était à l'intérieur du château, chaque coup résonnant comme un avertissement personnel. Guidés par les bruits, ils grimpèrent jusqu'à la tour principale. Là, ils découvrirent une porte qui ne figurait pas sur les cartes. Nichée entre les murs, presque imperceptible, comme si elle avait été conçue pour rester cachée. Un frisson parcourut l'échine de Thomas, mais la curiosité l'emporta. En ouvrant la porte, ils trouvèrent un étroit couloir qui descendait encore plus profondément dans les entrailles du château, jusqu'à une chambre éclairée seulement par une faible lueur qui semblait émaner des murs. Au centre de la pièce, une silhouette silencieuse les attendait. D'abord, ils crurent reconnaître Henri, mais en s'approchant, ils comprirent qu'il s'agissait de quelqu'un qu'ils n'auraient pas dû voir. Hugo, le frère disparu de Louise. Il était pâle, maigre, le corps marqué par la souffrance, et son regard vide exprimait un mélange de terreur et de résignation. Ce qui choqua Thomas et Louise, ce n'était pas seulement le fait qu'Hugo soit vivant, mais la révélation implicite. Les disparitions n'étaient ni de simples accidents, ni des phénomènes surnaturels isolés. Il y avait un schéma, un dessin macabre lié au château lui-même. Hugo, la voix tremblante, révéla que les habitants disparus n'avaient pas été victimes de violences directes, mais d'un piège psychologique tissé au fil des décennies. La manipulation de l'environnement, portes, couloirs secrets, signaux sonores et visuels, avait créé une prison invisible où les résidents étaient progressivement isolés et contrôlés. Ceux qui tentaient de résister disparaissaient dans les passages secrets, s'évanouissant sans laisser de traces. Le château, comme doté d'une conscience propre, choisissait les prochains visiteurs pour perpétuer son cycle de secrets et de terreur. Cette révélation a complètement bouleversé l'orientation de l'enquête. Il ne s'agissait plus seulement de recueillir des informations historiques ou de documenter les événements passés, il leur fallait comprendre la logique du château et, plus urgent encore, s'en échapper. La pression du temps était devenue insoutenable. Chaque minute perdue pouvait sceller le sort des enquêteurs comme celui des disparus. Henri, qui les avait discrètement suivis, révéla ses véritables intentions. Il n'était pas un simple collectionneur passionné d'histoire. Il appartenait à une lignée liée aux événements du château, chargée de protéger les secrets et, si nécessaire, de s'assurer que personne ne survive après avoir découvert ce qui ne devait pas être révélé. Son aide apparente se révélait désormais une menace bien réelle. Thomas comprit que la confiance était devenue un luxe dangereux. Louise, désespérée, devait faire face simultanément à la présence de son frère et à la trahison potentielle d'Henri. Alors qu'il cherchait une issue, le château sembla réagir. Des couloirs familiers se transformèrent, des escaliers se tordirent en angles impossibles et des voix résonnèrent vers eux, comme si les fantômes du passé les avertissaient d'un danger imminent. Chaque pas devait être calculé et chaque décision avait des conséquences immédiates. Le château n'était plus un simple décor, il était devenu un antagoniste actif, manipulant l'espace, le temps et la perception. Thomas découvrit des indices révélant que le château avait été construit dans le but de produire cet effet psychologique macabre. Architectes, ingénieurs et nobles locaux avaient secrètement collaboré pendant des générations, utilisant les principes de la manipulation de l'espace, du son et de la lumière pour contrôler ses habitants. La découverte fut choquante non seulement par le niveau de planification, mais aussi parce que le château fonctionnait comme une prison invisible et sélective, conçue pour protéger des secrets que personne ne devait connaître. Louise,
Réalisant qu'Hugo était toujours en vie, retrouva des forces. Elle comprit qu'elle devait faire appel à ses connaissances, à son courage et à son instinct pour sauver non seulement son frère, mais aussi elle-même et Thomas. La tension émotionnelle atteignit son paroxysme. Chaque seconde était une course contre la montre face au château, dont les murs semblaient se mouvoir au gré de ses intentions. Ce qui avait été de la recherche était devenu une question de survie stratégique. Ce tournant décisif a non seulement modifié le cours de l'histoire, mais aussi redéfini les relations entre les personnages. Hugo, Louise et Thomas étaient désormais unis par l'urgence et le secret. Henri devenait une menace constante, et le château révélait enfin sa véritable puissance. Le conflit, auparavant une affaire de mystère et d'enquête, se transforma en un affrontement direct entre intelligence, courage et l'architecture terrifiante du château. La tension montait. Chaque couloir pouvait être un piège, chaque porte recelait des dangers invisibles. Thomas comprit que pour survivre, il devait anticiper les mouvements du château et saisir la logique macabre qui régissait ce lieu. Le mystère cessa d'être purement intellectuel et devint viscéral, physique et émotionnel, préparant le terrain pour la suite de l'histoire, où les conséquences et les réactions seraient inévitables. Le silence qui suivit la révélation qu'Hugo était vivant était presque assourdissant. Dehors, la tempête faisait rage, mais à l'intérieur du château, chacun était plongé dans un tourbillon de pensées. Thomas tentait de comprendre à quel point le château manipulait ses habitants, transformant l'espace, le temps et la perception en un piège psychologique. Louise, quant à elle, était partagée entre soulagement et peur. Son frère était vivant, mais plus vulnérable que jamais. La présence d'Henri devenait de plus en plus menaçante. Il n'était plus seulement un obstacle, mais un élément imprévisible. Chaque geste, chaque remarque anodine recelait des intentions cachées. Thomas comprit que, pour le maîtriser, il devrait anticiper non seulement les mouvements du château, mais aussi ceux d'Henri. La méfiance devint stratégique, les obligeant à remettre en question chaque décision et chaque conseil du collectionneur. Tandis qu'ils exploraient le château à la recherche d'un chemin sûr, les effets de la manipulation psychologique s'intensifièrent. Des couloirs qui leur paraissaient auparavant linéaires se transformèrent en labyrinthes inextricables, des escaliers aux courbes étranges, des portes qui se fermaient d'elles-mêmes semblaient diriger le groupe vers des zones précises, comme si le château lui-même guidait leurs actions. Thomas commença à comprendre que chaque réaction émotionnelle des personnages était exploitée par l'espace lui-même. La peur, l'angoisse et l'espoir n'étaient pas de simples sentiments intérieurs, mais des instruments du château, façonnant leurs choix et leurs décisions. Louise réagit avec détermination et pragmatisme, mais aussi avec vulnérabilité. Chaque geste qu'elle faisait pour protéger Hugo risquait de la distraire, et chaque fois qu'il s'approchait d'un danger, son cœur s'emballait. La responsabilité de son frère disparu rendait ses actions plus risquées, mais aussi plus précises, la forçant à faire confiance à des instincts qu'elle ignorait posséder. Hugo, bien que physiquement rétabli, portait encore de profondes cicatrices émotionnelles. Des années d'enfermement psychologique au château l'avaient rendu méfiant, renfermé et parfois incapable de distinguer le réel de la manipulation. Sa présence, cependant, agissait comme un catalyseur. Elle rappelait à Louise l'enjeu et renforçait l'urgence de l'enquête et de l'évasion. Thomas, historien et rationaliste, luttait pour conserver son objectivité face à des phénomènes qui défiaient sa compréhension. Chaque indice qu'il rencontrait, porte qui bougeait, symboles anciens, échos de voix, semblait le mettre à l'épreuve, comme si le château cherchait à briser la frontière ténue entre raison et peur. La tension n'était pas seulement physique, mais aussi intellectuelle et émotionnelle. Déchiffrer les rouages de ce piège psychologique était devenu essentiel à sa survie. Entre-temps, Henri se montra plus affirmé, révélant des indices susceptibles d'aider ou de compromettre la survie du groupe. Ses actions étaient calculées, obligeant Thomas et Louise à peser soigneusement chaque option.
La manipulation émotionnelle devint flagrante. Il exploitait la peur et l'urgence du moment pour asseoir son emprise, mettant à l'épreuve la confiance. Le château, désormais perçu non plus comme un simple décor, mais comme un acteur à part entière, amplifiait les risques. Chaque couloir, chaque pièce devenait une épreuve de courage et de raisonnement. L'espace physique n'était pas neutre. Il réagissait, influençait les décisions et engendrait des conséquences immédiates. Thomas, Louise et Hugo devaient interpréter les signes, anticiper les mouvements et agir de façon coordonnée sous une pression et une menace constante. L'une des conséquences les plus immédiates fut le renforcement des liens entre les trois. L'urgence de la situation exigeait collaboration, communication rapide et décision commune. Chaque petit succès, comme éviter un piège ou découvrir un passage sûr, renforçait la confiance mutuelle, mais accroissait aussi la tension émotionnelle. La moindre erreur pouvait être fatale. La perception du temps s'en trouva également modifiée. La tempête et l'isolement imposèrent des décisions hâtives et instaurèrent un sentiment de claustrophobie et d'urgence. Chaque seconde perdue augmentait le risque de devenir prisonnier à vie du château, à l'instar des disparus. Cette dimension temporelle ajouta une pression supplémentaire, rendant chaque choix crucial et intensifiant le suspense pour le lecteur. Au final, les conséquences de ce tournant furent multiples. Le château révéla sa véritable nature d'antagoniste actif. Henri se révéla une menace et un manipulateur. Hugo devint un catalyseur émotionnel et motivationnel. Thomas dut abandonner une partie de son rationalisme pour faire confiance à son instinct. Louise consolida ses forces, trouvant un équilibre entre émotion et stratégie. Le conflit central s'intensifia, préparant le terrain au dépassement et à l'épanouissement, tandis que chaque action contribuait à façonner le dénouement macabre du récit. Le château semblait les observer en silence, scrutant chaque geste, chaque hésitation. Thomas, Louise et Hugo avaient compris la gravité de la situation. Leur survie dépendait non seulement de leur force physique, mais aussi de leur intelligence, de leur courage et de leur capacité à surmonter des peurs profondément ancrées. Chaque couloir, chaque ombre, chaque écho de voix ancestrales exigeait une réaction rapide, une perception aiguisée et un travail d'équipe. Thomas, qui s'était jusque-là appuyé exclusivement sur la logique et les documents historiques, commença à comprendre que la rationalité seule ne suffisait pas. Le château manipulait non seulement l'espace, mais aussi les émotions. Toute décision fondée uniquement sur des preuves matérielles pouvait s'avérer fatale. Il lui fallait développer son intuition, apprendre à interpréter les schémas des sons, des ombres et des signes subtils disséminés dans les environs. Chaque succès renforçait sa confiance, et chaque erreur soulignait la nécessité d'une adaptation immédiate. Louise, qui jusque-là avait su concilier détermination et vulnérabilité émotionnelle, commença à transformer sa peur en action. Son inquiétude pour Hugo se traduisit par des stratégies concrètes, repérer des voies d'évasion, créer des signaux pour communiquer silencieusement et anticiper les pièges que le château aurait pu tendre. Son courage n'était pas seulement physique, mais aussi psychologique. Elle apprit à affronter ses souvenirs douloureux et à s'en servir comme carburant pour maintenir une vigilance constante, empêchant ainsi le château d'exploiter sa vulnérabilité émotionnelle. Hugo, quant à lui, était confronté au traumatisme de l'enfermement psychologique. Chaque pas qu'il faisait dans les couloirs du château était un exercice de confiance en soi et en autrui. Il lui fallait s'adapter au présent, distinguer le passé de la réalité et surmonter la terreur intérieure qu'il avait réduit au silence pendant des années. La transformation fut progressive, mais visible. Ses mouvements devinrent plus assurés, ses décisions plus fermes, et sa présence commença à renforcer la dynamique du groupe au lieu d'y créer des tensions supplémentaires. Henri, qui jusque-là n'avait été qu'une ombre ambiguë, devint une force qui obligea Thomas et Louise à mûrir. Chacun de ses gestes, chaque information qu'ils distillaient avec des arrière-pensées, mettait à l'épreuve leur résilience, leur intelligence et leur maîtrise de soi. Le groupe apprit à déceler les manipulations et à y réagir, élaborant des stratégies qui conciliaient prise de risque et nécessité de progrès.
Henri, sans le vouloir, catalysa l'évolution des protagonistes. Pour surmonter ce défi, il fallait aussi appréhender le château lui-même comme un adversaire. Thomas comprit que chaque couloir qui bougeait, chaque porte qui apparaissait ou disparaissait, n'était pas le fruit du hasard. Derrière cet apparent aléatoire se cachait une logique et des schémas. Interpréter le château exigeait une grande flexibilité mentale, une capacité d'adaptation et le courage d'affronter l'inconnu sans se laisser paralyser. Chaque découverte renforçait leur sentiment de maîtrise, même temporaire, et les préparait aux décisions cruciales à venir. À un moment crucial, Louise repéra un passage menant à une tour oubliée, un itinéraire qui pourrait les conduire à une sortie sûre. Cependant, l'ascension exigeait non seulement une grande force physique, mais aussi une confiance absolue entre eux trois. Thomas ouvrait la marche, Hugo suivait d'un pas assuré et Louise coordonnait les signaux et les décisions en silence. Chaque obstacle surmonté renforçait leurs liens, créant un réseau de confiance qui leur permit d'affronter le château sous son aspect le plus menaçant. L'évolution émotionnelle s'est accompagnée de changements stratégiques. Thomas a abandonné ses hésitations excessives, Hugo a transformé son traumatisme en action décisive, et Louise a su intégrer émotion et rationalité dans un équilibre parfait. Chaque étape témoignait d'une progression. Ils n'étaient plus de simples enquêteurs, mais des survivants qui comprenaient le danger, reconnaissaient leurs limites et utilisaient leurs forces de manière coordonnée. De plus, les petits succès eurent un impact psychologique profond. Éviter les pièges, déchiffrer les symboles anciens et anticiper les mouvements du château renforçait la confiance en soi de chaque personnage. Ils comprirent que la force nécessaire pour maîtriser l'environnement ne provenait pas seulement du savoir ou du courage individuel, mais aussi d'une collaboration stratégique et d'une adaptation constante aux défis imprévisibles. Le château, dans sa macabre complexité, ne laissait aucune place à la complaisance. Chaque couloir, chaque porte, chaque ombre était une épreuve de croissance. Thomas, Louise et Hugo apprirent à transformer la peur en stratégie, l'incertitude en observation et la vulnérabilité en action décisive. La tension narrative était désormais double, affronter le château et, simultanément, transcender les limites personnelles qui pourraient compromettre leur survie. À la fin de cette étape, les protagonistes avaient évolué. Thomas avait acquis intuition et adaptabilité. Louise avait développé un courage émotionnel et un sens stratégique aiguisé, et Hugo avait surmonté des traumatismes et des peurs paralysantes. Leur dynamique s'était renforcée, et chaque victoire, si modeste soit-elle, les rapprochait de la résolution du conflit central. Le château demeurait une menace constante, mais les personnages étaient mieux préparés à l'affrontement final, annonçant un dénouement intense. Le château n'était plus un simple décor, il était devenu un adversaire redoutable. Les couloirs, jadis recelant des tracés prévisibles, se tordaient désormais, créant des labyrinthes où le temps et la perception se brouillaient. Chaque pièce recelait des pièges subtils, des portes qui se fermaient silencieusement, des fenêtres aux reflets déformés, et des échos de voix mêlant passé et présent. Thomas, Louise et Hugo savaient que l'affrontement final approchait, mais il leur fallait encore percer les derniers mystères du château pour survivre. Les intrigues secondaires s'entremêlaient de façon cruciale. Henri continuait d'agir dans l'ombre, fournissant des informations essentielles, mais toujours avec des arrière-pensées. Thomas et Louise devaient démêler les indices fiables des pièges potentiels. Les connaissances acquises jusqu'alors, passages secrets, signes dans les journaux intimes et motifs architecturaux, commencèrent à élaborer une stratégie cohérente pour affronter le château, anticiper les mouvements et éviter les pièges potentiellement mortels. Hugo, encore marqué par le traumatisme de l'enfermement psychologique, fit preuve d'une grande maturité stratégique. Il commença à mener de petites explorations, guidant les autres sur des chemins moins fréquentés et leur révélant des schémas que Thomas et Louise auraient pu négliger. Son expérience directe de la manipulation psychologique exercée par le château lui conférait un avantage unique. Il était capable d'anticiper comment l'environnement tenterait de les désorienter ou de diviser le groupe,
leur permettant ainsi de réagir avec précision. Déterminée, Louise assuma la coordination des actions du groupe. Chaque décision était mûrement réfléchie. Qui explorerait telle ou telle aile? Qui vérifierait les symboles dans les anciens documents? Et quand avancer ou reculer? Elle transforma sa vulnérabilité émotionnelle en force stratégique, s'appuyant sur sa relation avec Hugo et sa collaboration avec Thomas pour instaurer un équilibre tactique. Son courage était désormais crucial pour la réussite du plan. En explorant l'aile ouest du château, ils découvrirent d'anciens documents détaillant des rituels et des schémas de disparition. Les inscriptions suggéraient que le château fonctionnait selon des règles établies depuis des générations, mêlant manipulation architecturale et psychologique. Chaque indice décrypté indiquait que le dénouement ne se limiterait pas à une simple confrontation physique. Il exigerait intelligence, courage et une analyse précise des lieux. Le château lui-même se révélait un piège complexe que seule l'union des trois protagonistes pourrait déjouer. La pression du temps s'intensifiait. Les tempêtes extérieures et l'instabilité structurelle du château engendraient un sentiment d'urgence constant. Chaque seconde perdue pouvait entraîner la fermeture soudaine des murs, le blocage de passages ou le déclenchement de pièges posés des siècles auparavant. La sensation de claustrophobie et de danger imminent exigeait que chaque mouvement soit calculé avec précision. Henri, se rendant compte que son emprise partielle sur la situation s'amenuisait, commença à intervenir plus directement, suggérant des itinéraires qui semblaient utiles, mais recelaient des dangers cachés. Thomas et Louise furent alors contraints de remettre en question chaque suggestion, d'élaborer des plans alternatifs et de mettre en place un système de communication rapide entre eux trois, afin de se passer d'instructions extérieures. La relation avec Henri devint une ultime épreuve de confiance et de discernement, soulignant la nécessité d'une collaboration et d'une stratégie commune entre les protagonistes. Les ombres projetées par le château intensifiaient la tension narrative. Portes qui bougeaient, escaliers qui semblaient se déplacer, bruits de pas qui paraissaient appartenir à personne. Chaque phénomène obligeait le groupe à réagir promptement, aiguisant leur sens de l'improvisation et leur capacité à prendre des décisions sous pression. Le château, par sa manipulation de l'espace et de la psychologie, transformait chaque action en un risque calculé. Alors qu'ils avancèrent vers le dernier couloir, avant la tour centrale, où ils supposaient que se trouvait la clé de l'énigme finale, le groupe repassa mentalement en revue tout ce qu'il avait appris. Schéma des pièges, symboles cachés, passages secrets, comportements humains et psychologiques, et signes laissés par le château lui-même. Tout deviendrait essentiel au moment de l'affrontement. Chaque élément des intrigues secondaires et de l'arc narratif principal convergeait vers un point de décision unique, créant une tension maximale et préparant le terrain pour le dénouement. Finalement, le sentiment d'imminence intensifia le rythme et la tension du récit. Le château était devenu un labyrinthe vivant, un adversaire aux multiples facettes, et les protagonistes étaient prêts à l'affronter avec des stratégies claires, un courage inébranlable et une confiance mutuelle. Le moment de l'action, de la révélation et du dénouement final était sur le point d'arriver, plongeant le lecteur dans le suspense et la peur de l'inconnu. Le silence précédant le dénouement était absolu, hormis le clapotis de la pluie contre les vitres et l'écho lointain des portes qui se refermaient d'elles-mêmes. Thomas, Louise et Hugo atteignirent la tour centrale, le cœur battant à l'unisson à chaque pas. Là, ils savaient que toutes les réponses étaient concentrées et que la moindre erreur pourrait leur être fatale. Le château, avec son architecture grandiose et austère, semblait les observer, prêt à mettre à l'épreuve toutes les compétences, le courage et l'intelligence qu'ils avaient développées au cours de l'enquête. Henri, sentant son emprise sur le trio lui échapper, réapparut. Mais cette fois, il n'avait aucune intention de coopérer. Il révéla la vérité ultime. Sa lignée avait été chargée de préserver les secrets du château depuis des générations, et tout intrus devait être éliminé ou, à tout le moins, soumis à une épreuve brutale. La tension atteignit son paroxysme.
Chaque mot prononcé par Henri semblait résonner contre les murs, se mêlant au bruit du château et amplifiant la peur qui imprégnait déjà l'atmosphère. Au centre de la pièce, une plateforme circulaire dévoilait d'anciens symboles, désormais illuminés par une lumière surnaturelle qui semblait émaner du sol lui-même. Thomas comprit que ces symboles n'étaient pas de simples ornements. Ils formaient une énigme, une suite qu'il fallait résoudre pour perturber les mécanismes du château. Le moindre faux pas risquait d'activer des pièges dissimulés. Mais la moindre hésitation augmentait le risque d'être surpris par Henri ou par le château lui-même. Hugo, surmontant son traumatisme, adopta une position stratégique. Il guida Thomas et Louise, leur révélant les motifs des symboles et se souvenant de passages secrets pouvant servir en cas d'urgence. Son évolution personnelle, forgée tout au long du récit, se muait désormais en une force décisive. Louise, alliant courage et rationalité, entreprit de déchiffrer la suite des symboles, s'appuyant sur les connaissances acquises grâce à d'anciens documents et observant attentivement les traces laissées par les événements passés au château. Le château réagit. Les escaliers tournaient en rond, les portes claquaient, les ombres dansaient sur les murs. Chaque action du trio provoquait des réactions de l'environnement, comme si le bâtiment était doté d'une conscience. Henri, réalisant que la situation se déroulait sans qu'il l'ait demandé, attaqua avec agressivité, cherchant à semer le chaos. Mais Thomas, Louise et Hugo étaient préparés. Mouvements coordonnés, communication silencieuse et anticipation de ses intentions leur permirent de garder l'avantage. Lorsque Louise inséra le dernier symbole dans le bon schéma, le sol trembla et une partie de la tour s'ouvrit, révélant un escalier menant à la surface. Mais avant qu'il ne puisse progresser, Henri lança son ultime manœuvre, tentant de refermer le passage et de les capturer. Thomas, d'un geste rapide, actionna un levier antique découvert plus tôt pour déclencher une série de mécanismes, créant une barrière qui empêcha Henri de les atteindre. La tension était extrême. Chaque seconde comptait, la moindre erreur serait fatale. Au moment crucial, un retournement de situation inattendu se produisit. Le château, qui semblait un adversaire impersonnel, révéla sa conscience active. Portes et couloirs bloquaient Henri, prisonnier dans une aile isolée. C'était comme si le château lui-même reconnaissait ceux qui cherchaient justice ou à survivre. La perception de l'environnement comme un allié partiel des protagonistes changea la donne. Hugo, Thomas et Louise comprirent enfin que le château, malgré son aspect macabre, répondait aux intentions pures et à une véritable détermination. Soudain, les murmures ancestraux se muèrent en voix claire, relatant le sort des habitants disparus et révélant des secrets enfouis depuis des siècles. La vérité éclata enfin. Les disparitions étaient le fruit d'une combinaison de manipulations architecturales, de pièges psychologiques et de sombres ambitions humaines. Mais le château portait en lui la trace de chaque injustice, comme s'il possédait sa propre mémoire. En sortant de la tour centrale, le trio sentit la première brise légère depuis leur entrée. La tempête s'apaisait et le château, bien que toujours imposant et sombre, semblait avoir perdu de son pouvoir de manipulation. Chaque personnage avait connu une transformation complète. Thomas avait acquis intuition et adaptabilité, Louise avait fait preuve de courage et de stratégie, et Hugo avait transformé ses traumatismes en actions décisives. La menace que représentait Henri, désormais contenu, symbolisait le triomphe de l'intelligence et du courage sur la manipulation et la peur. Le point culminant mit fin non seulement au conflit physique, mais aussi au conflit psychologique. Le château, avec toute son histoire macabre, ne pouvait plus soumettre les protagonistes. Ils avaient affronté leurs peurs intérieures et extérieures, déchiffré des énigmes complexes et surmonté des obstacles qui semblaient insurmontables. Chaque acte de courage, chaque décision stratégique et chaque sacrifice personnel avaient abouti à ce moment de triomphe, mais non sans laisser de profondes cicatrices émotionnelles. Au dernier moment, Thomas, Louise et Hugo franchirent la porte principale du château. La lumière du matin illumina les murs anciens et sombres, révélant des détails qui leur avaient paru jusque-là impossibles à discerner.
Le château demeurait silencieux et imposant, mais le trio était désormais à l'abri de toute manipulation, emportant avec lui un savoir, un courage et des expériences qui allaient marquer le reste de leur vie. Le silence qui suivit la tempête régnait autour du château. Thomas, Louise et Hugo se tenaient devant la porte principale, contemplant la grandeur sombre qui avait été à la fois refuge et prison. Chacun ressentait le poids des événements récents. La tension, la peur et les leçons apprises avaient laissé des traces indélébiles, mais avaient aussi renforcé leurs compétences, leur courage et leur confiance mutuelle. Louise regarda Hugo et comprit à cet instant que son frère n'était plus celui qui avait disparu des années auparavant. Les traumatismes de l'enfermement étaient toujours présents, mais il avait trouvé la force de renouer avec le monde, de réagir aux dangers et de surmonter la peur. Leur relation s'était muée en un véritable partenariat, fondé non seulement sur les liens familiaux, mais aussi sur la confiance forgée par la survie. Thomas, pour sa part, découvrait une nouvelle perspective. Le rationaliste, qui était entré dans le château en se fiant uniquement à la logique et aux preuves, comprenait désormais la valeur de l'intuition et de l'observation subjective. Il avait appris à interpréter des schémas complexes, à anticiper les réactions humaines et à agir sous une pression extrême. La victoire sur le château n'était pas seulement physique, mais aussi mentale. Il avait surmonté ses limites internes, élargi sa perception et développé un courage insoupçonné. Henri, isolé dans une aile verrouillée du château, devint le symbole des conséquences de la manipulation et d'une ambition démesurée. Sa défaite, bien que non violente, symbolisait la justesse des actions et des choix du trio. Il représentait le passé sombre et les secrets qui entêtent le château depuis des générations, désormais contenus par la détermination, la stratégie et l'unité des protagonistes. Le château, toujours aussi imposant, se dressait comme un témoin silencieux. Ses murs sombres gardaient des secrets et des récits douloureux, mais ils portaient désormais aussi la preuve que ceux qui affrontent les épreuves avec courage, intelligence et unité peuvent survivre et triompher. Les pièges, les couloirs mouvants et les ombres manipulatrices avaient rempli leur rôle d'épreuve, et les protagonistes l'avaient réussi, en ressortant transformés et plus forts. Tandis qu'ils s'éloignaient, la lumière de l'aube révéla des détails jusque-là invisibles, d'anciens symboles sur les murs, des inscriptions presque effacées et des passages secrets qui semblaient désormais faire partie d'une histoire achevée. La terreur avait été affrontée, les incertitudes dissipées et la menace neutralisée. Les leçons, cependant, demeureraient. Chaque expérience vécue au château deviendrait un souvenir impérissable, influençant leurs décisions, leurs relations et leurs perceptions futures. La conclusion montrait que le conflit central, la découverte du mystère du château et le sauvetage d'Hugo avaient été résolus de manière satisfaisante, cohérente et intense sur le plan émotionnel. Chaque personnage avait atteint un stade d'évolution. Chaque intrigue secondaire avait trouvé sa conclusion, et le château, bien que toujours imposant et mystérieux, ne contrôlait plus leur vie. L'équilibre entre suspense, éléments macabres et résolution était maintenu, offrant au lecteur un sentiment d'accomplissement sans recourir à de longues réflexions ni à des explications redondantes. Des mois après avoir quitté le château, Thomas, Louise et Hugo reconstruisirent leur vie, marquée par des cicatrices invisibles, mais aussi par une force insoupçonnée. Le sombre passé demeurait gravé dans leur mémoire, leur rappelant le courage qu'ils avaient puisé en eux. Le château, désormais lointain, continuait de planer à l'horizon comme un secret indéchiffrable, gardien de mystères qui ne serait jamais pleinement révélé. En silence, chacun comprenait que cette expérience les avait transformés à jamais et que même si la menace semblait écartée, l'ombre de cette histoire macabre pouvait ressurgir là où on l'attendait le moins. Si vous avez exploré les sombres couloirs de ce château et ressenti le suspense, partagez votre expérience en commentaire.
Quel passage vous a le plus glacé le sang ou surpris? Aimez et partagez ce conte avec vos amis passionnés de mystères et d'histoires macabres, pour qu'ils puissent eux aussi ressentir la tension et la curiosité qui entourent chaque couloir et chaque secret. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire d'horreur, de suspense et de mystère. Et activez les notifications pour être parmi les premiers à découvrir de nouvelles énigmes qui mettront à l'épreuve votre courage, votre intelligence et votre perception de l'inconnu.